Et donc, bienvenue dans le top 15 des romans préférés de Lisa en 2022. Alors, pour ne rien vous cacher, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à déterminer. Parce que il y en avait deux autres que j'aurais pu rentrer dans les top 15. Mais au dernier moment, je sais pas si c'est mon cerveau, genre, il est un peu long des fois, mais je sais pas si c'est mon cerveau ou mon, ma sensibilité, j'en sais rien, qui a fait que j'ai décidé de répertorier ces deux-là, d'ailleurs qui sont pas dans les derniers, qui sont au milieu, enfin un peu de partout. Hein, ils sont pas de... Oui, si, c'est les deux, c'est presque les deux derniers. C'est les deux derniers en fait. J'ai décidé de les mettre parce que au final, j'en avais sélectionné deux autres et je me suis dit, bah non, ils m'ont pas donné autant d'émotions que ça. Donc on va commencer par bien sûr le numéro 15, donc on va du 15 au 1. Je vous ai fait une vignette à la fin donc de la vidéo pour que vous ayez la possibilité de faire un arrêt sur image, de faire une photo, une capture d'écran, etc. Histoire que si vous voulez, vous dites ah bah tiens Lisa elle a mis cela, tiens peut-être que cette année je vais faire cela. Voilà, donc que comparer ce que j'ai lu et ce que vous avez lu. Donc n'hésitez pas aussi vous à dire si parmi tous les 15 que je vais vous citer, il y en a certains sûrement que vous avez lu et que vous avez aimé ou pas du tout et que vous avez dit non mais ça c'est de l'ado, bah, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ce truc là. Alors je les ai mis dans deux tas parce que ça fait quand même 15 livres, on est bien d'accord, et que j'ai mis une chaise à côté de moi parce que je pense que je vais en faire des petits. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà, donc je vais en faire des petits, sachant comme vous, si vous avez vu le bilan livresque, vous savez que j'ai donné des livres dans mon hall d'immeuble. Ces 15 là, c'est sûr que je ne les donnerai pas, mais je vais faire un tri en janvier d'autres livres parce que je garde pas tous les livres que je lis quoi. Enfin maintenant je peux plus garder tout parce que sinon il me faudrait faut un château en gros, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc on va commencer par le top 15, donc le numéro 15 et je vous mettrai le nom dessous si j'y pense, hein, criez pas, mais comme j'ai les livres, c'est pas la peine que je vous mette les noms contrairement au film ou autre, c'est que là vous le voyez donc voilà. Alors top 15, le numéro 15 est donc Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. Donc c'est une auteure indienne et là on est avec des jumeaux qui vivent en Inde et en fait il y a tout le côté caste et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout alors par le contexte, par l'histoire, par ce qu'il arrive dans l'histoire, que ce soit leur mère, eux, les oncles, les tantes, les cousins germains, les machins, les trucs, les voisins. Mais c'est surtout parce que pour moi, c'est en visiorama et en odorama. C'est-à-dire que l'écriture fait que vous sentez et que vous voyez les couleurs. Si, si, je vous assure. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que euh, alors, au-delà de l'histoire de ces jumeaux qui vont devoir prendre une décision par amour pour leur mère, etc., c'est les sentiments de ces gens en Inde, des différentes castes, et de tout ce qui peut, comme le dit le titre, les petits riens, qui peuvent être des gros tout. Comme on dit souvent, c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Eh bien, c'est ça. C'est que c'est tellement bien écrit que vous sentez la fluidité, mais vous sentez tout ce qui peut entourer. Ce que je vous disais, les odeurs, les couleurs, vous sentez les sentiments, vous ressentez le truc. Et moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça s'appelle Arundhati Roy, le dieu des petits riens. Je crois qu'il fait partie des premiers que j'ai lus l'année dernière. Enfin, c'est bon, quand je tourne de cette année. Parce que de 2022, je crois que je l'ai lu en janvier, je crois, un truc comme ça. Donc je vous renvoie honnêtement à tous les points lecture que j'ai fait dans l'année. Il y a une playlist points lecture. Donc vous allez à points lecture et vous regardez. Parce que
Voilà, si je dois vous lister tous les points lecture, surtout que c'est en 2022, voilà, ça va pas être, c'est pas aisé pour vous, mais ça va pas être aisé pour moi. Voilà. Donc, puis vous savez que moi, le montage, c'est pas ma cam. Voilà, Le Dieu des petits riens, donc de Arundhati Roy. 14. Alors, le 14, c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu je crois, en février dernier, qui est resté très longtemps dans la classement et que j'ai remis, comme Le Dieu des petits riens. Rien. Ouais. Ah, c'est la fin de l'année. Hein. Ça s'appelle donc Revenir à Berlin de Jonathan Lichtenstein. Alors, on est en 39 et en fait, le papa de Jonathan va partir de l'Allemagne nazie et donc partir en Grande-Bretagne. Et toute sa vie, il va tourner le dos à sa famille, à sa langue, à tout ce que vous voulez. Et un jour, il se passe quelque chose et Jonathan et son père vont partir, mais vont faire le chemin inverse qu'il a fait lui pour fuir l'Allemagne. Et donc il va se rendre sur les pas, en fait, sur les traces de son papa. Et ils vont, alors pas découvrir, mais il va revoir certaines choses. En fait, c'est un road trip familial, si vous voulez, qui explique tout. Premièrement, le cheminement que quelqu'un a quand il doit quitter son pays, de ce sentiment d'arrachement quelquefois, ou de haine et amour en même temps, à un pays, un peuple, une culture, ce que vous voulez, et le poids aussi que cela peut mettre sur les épaules des descendants qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlaient pas à l'époque, et quelquefois c'est même douloureux, même pour le monde actuel, ça peut être douloureux d'expliquer pourquoi on a fui son pays, pourquoi on est parti de là, ou pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait ou pas. Donc moi j'avais bien aimé ce livre-là, parce que j'avais trouvé que que ça expliquait aussi les traumatismes. Alors bon, là ça parle d'un homme qui est parti de l'Allemagne nazie, mais ça peut être tous les traumatismes qui sont liés à des parents, des grands-parents, etc., qui ont fui quelque part pour vivre mieux, pour vivre en liberté, pour fuir un régime, ou pour tout simplement donner une meilleure vie, alors qu'ils n'ont pas un pays pourri, mais qu'ils veulent autre chose. Tout le traumatisme qui est lié très souvent à ce déracinement qui se transmettent de génération en génération. Voilà, donc c'est assez poignant. Donc ça s'appelle Revenir à Berlin sur les traces de mon père, Jonathan Lichtenstein, qui est le numéro 14. 15, non, 13. 13. Alors, 13, c'est un livre que j'ai acheté sur le nom de l'auteur, enfin le prénom de l'auteur et la couverture. On est bien d'accord que c'est pas une bonne idée? Bah si. Voilà, c'est 13. Donc c'est Arène de Negar Javadi. Alors on est dans un quartier de Paris et en fait c'est plusieurs personnages, un peu un roman choral où plusieurs personnages vont avoir une interaction. Il y a une policière, il y a quelqu'un qui va être retrouvé mort sur les quais, donc il y a une jeune femme qui va prendre une vidéo, qui va être redistribuée sur les réseaux sociaux, qui va faire effet de boule de neige et embraser Paris. Enfin en tous les cas une partie, un quartier. Qui a été tourné d'une certaine perspective où on pense que ce que l'on voit est vrai, alors que selon, si vous faites de la photo ou de la vidéo, selon comment vous placez votre caméra ou votre appareil photo, vous pouvez faire dire beaucoup de choses à une photo et à un geste. Et on suit plusieurs personnages comme ça qui n'étaient pas censés se trouver là à ce moment-là, qui étaient censés être complètement ailleurs, ou qui avait une autre vision, une autre vie, qui n'était pas du tout attachée à cette histoire-là, et qui va rentrer dans l'arène, et ça va exploser, le quotidien de tous ces gens. C'est palpitant, c'est bouillonnant, c'est vraiment du roman urbain pur, et c'est hyper bien écrit, et puis j'ai vraiment, voilà, c'est assez choquant par moments. Et puis c'est c'est bien, on va dire, c'est un très bon regard sur la société actuelle et sur le fait que les gens prennent tout pour argent comptant, prennent une vidéo, un truc, ça devient viral, ils se posent pas la question de la source, ils se posent pas la question de la véracité du truc, fonce BMW, NBC, tout ça pour avoir des likes, pour avoir des vues, pour avoir des trucs, et ils n'imaginent pas l'impact que ça peut avoir derrière, ne serait-ce que réfléchir 5 minutes, se poser, dire bon alors est-ce que
Non, mais non, on clique, on retweet comme des cons. Voilà, donc Aren, Nega Javadi, donc c'est chez Liana Levy, je le dis parce que franchement, je ne l'ai pas vu passer beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était 13. On en est au 12. Alors 12, l'immuable, l'incontournable de ma pile et de mes tops, hein, on va dire. Alors préparez-vous parce que mes potes berlinois, pour mon Noël, ils m'en ont acheté 4. Donc je pense que je vais les lire. Alors pas en janvier parce que j'avais déjà ma pile à lire et qu'elle me donnait vraiment très très envie. Mais en février, vous y avez droit. Alors putain, en février, vous êtes mal barrés les mecs. Hein, parce que... Enfin, les filles et les garçons. Je vous assure, hein, les filles et les garçons, vous êtes mal barrés. Parce que... ou autre. Oui, alors commencez pas. Non, sinon, on va pas s'en sortir. Parce que entre le 1795 et donc Antoine Chopin... mes pauvres, vous êtes pas sortis du lac. Hein. Voilà, donc on en est au 12, donc c'est nord-est Antoine Chopin. Alors là c'est chez La Fosse aux Ours. C'est un... Comment dire? C'est un livre qui n'est pas daté, qui n'a pas de lieu particulier, très souvent comme chez Chopin, qui n'est pas ciblé. Et là, on est dans un endroit où on pense qu'il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être un cataclysme écologique, ça peut être un cataclysme nucléaire, guerre, ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont dans des camps, et il y a une chaîne de montagnes, et il y a des personnes qui vont décider de partir pour aller au nord-est, au-delà d'eux, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et si, selon la rumeur, il y a autre chose de mieux. S'il y a d'autres... si c'est mieux, voilà. Et on va suivre des personnages, vont s'agglutiner d'autres personnages. Je descends le pull parce que j'ai remué, du coup je l'ai au-dessus des reins, j'ai froid aux reins. Donc c'est vraiment une expédition, un récit de parcours. Tous ces gens qui s'agglutinent, ils passent dans des endroits, il y a des gens qui vivent là, mais ils n'ont pas envie de partir parce qu'ils sont bien, ils se sont débrouillés d'avoir un truc un peu coucou, même si c'est bordel ailleurs, mais du cocon. Mais bon, il y en a certains, ils ont toujours envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et si c'est vrai, en fait, si la rumeur qui court est véritablement, on va dire, s'avère être véridique, c'est quelque chose. Alors c'est très initiatique et c'est court. Et c'est peut-être un des livres les plus longs de Chopin quand même. On est 200 pages, ce qui est exceptionnel chez Chopin. Mais voilà, c'est l'écriture d'Antoine Chopin, c'est sa vision, c'est le façon de ne pas mettre de dialogue et d'inclure les dialogues dans le texte. C'est court, les phrases sont courtes, ça va au but, pas de fioriture chez lui, et on suit ce parcours, là, ce récit, ce cheminement, cette expédition, jusqu'à un moment donné où on se dit « Ah merde, putain, ah ouais quand même, ah ouais !» Voilà, donc nord-est, Antoine Chopin. Alors c'est pas mon préféré de Chopin, vous voyez bien il est au 12 et les autres étaient largement dans le top 3, mais il devait faire partie de cette liste parce qu'il n'y a pas de raison que je ne mette pas un Antoine Chopin. Vous êtes mal barré à 4 l'année prochaine, minimum. Silence en renard, quelle horreur. 11, alors 11, ça a été une surprise. Alors, il fait partie de ceux que j'aime bien, bien sûr s'il est 11. Mais c'est aussi une révélation parce que mes potes à Berlin, les mêmes, France éditeurs, vraiment sont fans de la saga. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu lis, c'est merveilleux, machin. Il était traduit en français, mais j'arrêtais pas de leur dire, je sais pas. Alors, vous savez, moi je suis très chiante avec eux. Je vais dire, et donc là, ils sont sortis en poche, ils m'ont dit, bon, tu nous emmerdes, on t'envoie le premier, tu lis. Donc j'ai lu Germania de Harald Gilbert, donc c'est chez 10-18. Alors je l'ai lu d'ailleurs celui-là en lecture commune avec Virginie, la chaîne Totally Boy. Et en fait j'ai découvert un policier, alors on est avec Oppenheimer qui est juif, allemand, qui est marié avec une Aryenne, une Allemande de pure souche, on est bien d'accord, Lisa, et qui vit dans une maison juive, comme étaient très souvent les gens qui étaient mariés avec quelqu'un de 100% déclaré comme arien pour le régime. Et en fait, il va être appelé sur cette enquête-là par un SS de haut rang
pour une enquête parce qu'on retrouve des meurtres de femmes, des femmes qui sont violentées et mutilées devant des monuments aux morts de la Grande Guerre. Donc ils vont l'appeler lui parce que ça a été un très grand commissaire à la Kripo, donc à la police criminelle de Berlin. Mais bon, il peut plus travailler, on est bien d'accord, depuis les lois de Nuremberg. Et donc, ils vont quand même le prendre en étant, entre guillemets, l'appui de ce SS, avec qui il va développer une relation assez ambiguë, assez difficile. Difficile dans le sens où on ne sait pas sur quelle papate on va danser. Voilà, surtout quand votre vie en dépend. Et alors, voilà, alors c'est un livre qui est hyper bien écrit, très bien documenté, parce qu'on est là, on est en 44. On est véritablement, en fait, il a pris le fait de décider de prendre la fin de la guerre. Donc là, on est à peu près au début mai 1944, et toute sa saga s'étire sur les fins de la fin de guerre et le début de l'après-guerre. Et c'est très bien foutu parce qu'il montre assez bien l'état d'esprit qui, alors pas évolué, mais qui a commencé à évoluer chez certaines personnes qui étaient quand même assez obtus et qui continuait à évoluer chez des gens qui étaient opposés au système, opposés au régime et qui se demandaient bien à un moment donné comment ils allaient survivre à cette grosse merde, mais qui étaient arrivés à détourner les soupçons de non-adhésion au régime pour essayer de se sauver la vie, on est bien d'accord. Les enquêtes sont bien faites, c'est bien documenté, c'est bien écrit, tout tombe bien comme il faut, il n'y a pas de description superflue, mais il y a des petites descriptions indicatives sur le contexte, sur ce qui est qui, comment marche le rouage et la machinerie, notamment au sein des institutions comme la SS, la Gestapo, etc. Comment les niveaux de rouage et les petits arrangements entre ennemis intérieurs et qui avait des dossiers sur quoi, sur qui et comment. Parce qu'il y avait la SD au milieu. Oh bah oui, nos amis. Ça fait froid dans le dos, même encore maintenant. Donc franchement, voilà, j'ai bien... Et depuis, j'ai lu Les Fils d'Odin. Et j'aime beaucoup. J'adore cette série, donc je vais continuer. Donc c'était normal qu'elle arrive donc à la 11e place. Alors 11e place, à 10e, on rentre dans le top 10, attention, ça commence à sentir au bord. 10, putain celui-là. Ah bah oui, là, on en est là. Alors c'est Dmitri Bortnikov, donc Purgatoire. Oui, alors je vous le dis tout de suite, c'est un livre en fait où je devrais citer la deuxième personne, et c'est pour ça que je vais vous l'approcher. Elle s'appelle Julie Bouvard. C'est la traductrice officielle de Bortnikov en France. Depuis, il s'appelle Dimitri Bortnikov et il écrit qu'en français. Là, c'est le dernier roman qu'il a écrit en russe, puisqu'il vit à Paris. Et c'est un roman qui n'était pas du tout censé sortir. Mais vraiment pas. Et elle l'avait lu, puisqu'elle est sa traductrice, donc elle l'avait lu, mais lui, il voulait pas la sortir. Et elle a insisté. Donc, ce qui est un fait assez rarissime pour un auteur, il lui a donné carte blanche pour, un, traduire son texte, et deux, éventuellement, le remanier tel qu'elle pensait qu'il devait être remanié. Ce qui est un truc, voilà. Et là, on est au bord de la Volga, avec un destin familial où l'eau est très présente, la mort est très présente, la vie, la mort, l'espoir, le désespoir, l'amour, le désamour. C'est véritablement... En fait, le narrateur vit avec une mère et une sœur qui sont des sorceleuses, en gros, on va dire, qui sont envoûtées par l'eau, par la Volga, qui vont avoir un destin assez particulier. Lui, il va vivre là, partir, étudier à la ville, revenir après. Il est intimement lié à tout ça. Et vous avez tout ce qui est l'âme russe, que ce soit les fantômes, les contes, les légendes, le tonton un peu baroque. Si. Les différentes cultures, peuples qui
qui sont répartis sur l'ensemble du territoire russe. Il y a des tziganes qui passent, vous avez des différentes ethnies qui sont véritablement les piliers de l'âme russe dans différentes contrées. Vous voyez la taille de la Russie, donc voilà le nombre. Et je trouve que c'est un livre sur la mort, on est bien d'accord, qui... Alors, la plume de l'auteur, il fait beaucoup, hein, c'est une petite... c'est un bijou de poésie, en fait, mais qui parle beaucoup de la mort des hommes, la mort d'une mère, la mort d'une sœur, la mort en général, ce qui attend derrière, sur l'autre rive, ou pas, voilà, c'est-à-dire ou pas. Et je suis sortie de là en me disant, c'est assez étrange. Il y a une espèce de poésie dedans, par moments, il y a des trucs... vous avez l'impression d'être hors d'eau, vraiment hors du livre. Il vous transporte hors du livre à un moment donné, dans une espèce de poésie un peu mystérieuse, un peu, vous savez, comme si vous sortiez d'une nappe de brouillard, enveloppé d'une nappe de brouillard, et puis tout d'un coup, vous avez l'immensité, et puis vous avez l'eau, le tourbillon, tout ça. Enfin, c'est vraiment une petite merveille. Donc ça s'appelle Purgatoire de Dmitri Bortnikov. Franchement, je sais pas. Voilà, il est très marqué par la figure de sa grand-mère maternelle, par les figures des femmes, etc. C'est vraiment un très très beau roman. 9. Alors là, on commence à attaquer les gros. Alors 9, je vous le dis tout de suite, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai découvert, je suis honnête, je l'ai découvert en 2020 avec ce lien entre nous que j'avais lu en février, puisqu'après il y a eu le confinement, donc ils ont repoussé la sortie de ce lien entre nous en octobre, mais moi je l'avais lu en février, et j'adore l'écriture. J'adore l'écriture de David Joy, j'adore son endroit, puisque ses histoires sont très situées au pied des Appalaches, donc dans les États du sud des États-Unis. Et là, on est avec un homme qui vit donc au pied des Appalaches, donc c'est dans sa ferme, c'est Nos vies en flammes de David Joy. Et qui, en fait, son fils est un drogué. Un jour, il va se passer quelque chose et il va devoir payer la dette de son fils. Ça va partir un peu en sucette, hein, en gros. Et pendant ce temps, en fait, il y a un gros feu, un des plus grands incendies qui arrive, qui se projette, qui arrive comme un cheval au galop. Et on a on va dire, une brochette de personnages. Et ce père qui va partir sur le côté des vengeances de la mort de son fils, auprès de dealers, auprès de gens qui l'ont incité à continuer à faire ce qu'il faisait alors qu'il avait décroché. Et lui, il va partir sur une espèce de vengeance, mais une vengeance où lui, il entrevoit quelque chose, un espoir derrière. Et alors, c'est écrit. Alors, c'est un peu comme Bortnikov, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des descriptions, c'est un peu du nature writing, parce qu'il habite là, hein, David Joy, au fin fond des Appalaches, en pleine nature. C'est quelqu'un qui a un rythme de vie à part. Vraiment, allez voir son Instagram, c'est assez étonnant. Si vous aimez les animaux, si vous aimez pas la chasse, pêche, nature et tradition, n'y allez pas, vous allez gueuler. D'ailleurs, il se définit lui-même comme un pecno, hein, il le dit. Voilà, donc, un pecno avec un gros bagage littéraire, hein, le gars. Voilà, mais il écrit formidablement bien. C'est véritablement une fresque à chaque fois. C'est à la fois intime et à la fois une fresque. Voilà. Il y a à la fois du bon et du mauvais dans l'homme, il y a à la fois du bon et du mauvais dans la nature, et puis vous sentez, pareil que tout à l'heure pour le dieu des petits riens, vous sentez les flammes. Enfin, je sais pas si un jour vous avez assisté à des gros feux de forêt, alors malheureusement en Aquitaine cet été ils se sont pris plein la gueule, mais en Provence on en a souvent. L'odeur de la cendre, des trucs brûlés, même si c'est à 20 km de chez vous, vous sentez l'odeur. Et là, vous sentez que ça se rapproche. Voilà. Et outre ça, outre le fait, c'est véritablement aussi une Amérique qui sombre. Voilà. C'est aussi une Amérique qui descend. On voit la société s'effondrer petit à petit.
ce qu'on voit assez régulièrement dans les magazines et dans les émissions. Donc voilà, David Joy, Nos vies en flammes. Donc on est au 9. Attention, 8. Alors celui-là, je ne pensais pas du tout quand je l'ai lu, Pavas. Pavas, je ne pensais pas du tout que je le mettrais, parce que la deuxième partie est assez bizarre. Alors, ça s'appelle Les Vainqueurs, donc de Rob Jacobsen. On est en Norvège, et on va retracer, en fait, l'histoire d'une famille, et notamment d'une femme et d'une famille, entre 1927 et 1990, de la campagne à la ville, de la pauvreté à une certaine autre pauvreté, ou en tous les cas, essayer. Il y a clairement deux parties, alors il y en a d'autres, mais il y a deux parties succinctes. C'est vraiment la partie campagne, arrivée dans la ville de la mère, etc., enfin, de cette jeune femme qui découvre, qui voit, qui lui arrive quelque chose, etc. Et il y a l'autre partie qui est véritablement à la poursuite de la tradition, à la poursuite de la descendance, à la poursuite de l'histoire de famille. Voilà. Et je suis sortie de là en me disant que il avait réussi avec des personnages modestes, lambda, à rentrer dans l'histoire, l'histoire avec un grand H de la Norvège et de l'Europe, mais de la Norvège, à faire rentrer, coïncider la grande histoire avec les toutes petites histoires. Et c'est un petit bonheur à lire. C'est-à-dire que quelquefois il se passe rien, pas grand-chose, mais vous lisez parce que c'est dépaysant mais joli. Il arrive que des trucs des fois un peu vaches, etc. C'est pas une vie facile, la dame. Mais je trouve que c'est... Ouais, c'est... Je sais pas comment expliquer en fait l'histoire de Martha. Parce que elle a une vie pas très très facile, mais c'est quelqu'un qui a de l'espoir, toujours un petit peu, et qui essaye de traverser le siècle, voire le demi-siècle, parce que de 27 à 90, on va dire demi-siècle, avec quelque chose. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que Les Vainqueurs était vraiment un livre sur la transmission. Vous savez, le truc qui passe de génération en génération, mais qui reste. Voilà, donc Les Vainqueurs de Rob Jacobsen, donc c'est chez Gallimard. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Après, j'ai vu qu'il avait écrit d'autres et je pense que je vais m'en taper un autre pour savoir si c'est toujours aussi bien écrit. C'est quand même une belle pavasse, hein, je vous le dis tout de suite. On en est à 690 pages. Hein. Alors, ils n'ont pas écrit gros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 8. Attention, on attaque le top 6. Alors, là, on est au 7, mais il aurait pu remonter. Attendez, j'attape tous les autres, parce qu'évidemment, je les ai mis tellement loin, comme une dame. C'est-à-dire que j'ai plus trop de place, hein, parce que ça va se crouler, c'est une merde. Ça, c'est le 7. Il aurait pu être plus haut. J'ai beaucoup lutté pour qu'il soit plus haut, parce que je pense qu'il méritait. Mais les autres au-dessus étaient mieux. Donc, enfin, pas mieux, mais... Bon, bref, vous m'aurez compris. Ça s'appelle Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand, donc c'est chez Auforge Vulcain. Alors, on est dans les années 20 et en fait, il y a un ancien combattant qui est chargé, qui décide de rechercher des soldats. C'est un peu son gagne-pain et qui va être chargé par une mère de retrouver en fait son fils qui est disparu en 17. Et donc, il va remonter petit à petit les fils et de personnes qui vont lui donner un indice à une autre personne, il va se retrouver face à une histoire d'amour assez incroyable. Quelque chose qui n'était pas forcément déterminé. Et lui, il va se jeter pour un peu en fait, rendre justice à ceux qui sont tombés autour de lui au début. Et il y a tout à l'intérieur qui porte, c'est-à-dire qu'il y a autant l'horreur que la beauté dedans. Il y a des moments très poignants, comme des moments un peu suspendus, même y compris dans les tranchées, ce qui était vrai quand vous lisez les lettres de certains poilus, ou les récits. Et puis il y a une grosse poésie dans ce roman. Moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que Gilles Marchand a une écriture très poétique, très tactile presque. On arrive même à toucher les sentiments qu'il veut développer.
Et puis, moi, j'ai bien aimé ce côté un peu... comment dire? Ouais, ce côté un peu irréel parfois, qui au milieu de la charogne fait qu'il y a un trait d'amour ou ou un sentiment d'amour ou de quête sur quelque chose. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était... voilà, la fin peut être devinée, enfin en tous les cas pour un personnage, mais ça gâche rien du tout, même si vous sentez et vous comprenez en filigrane et par l'acheminement du roman, vous avez quand même ce côté ouais, poétique qui reste. Voilà. Euh, je compare. Alors, j'ai comparé ces deux romans qui sont sortis chez Les Forges. J'ai comparé la sensation de poésie et de côté un peu suspendu au livre que j'avais lu qui s'appelait Le Cimetière. Pareil, même, vous savez, ce truc où vous êtes entre deux eaux et que vous adorez lire et que chaque mot est un bonheur de lire. Voilà, donc Le Soldat des Accordés, Gilles Marchand. Voilà. Et puis bon, moi on parle de la Première Guerre mondiale, il faut pas trop me pousser quand même. Voilà, et là, attention. Alors celui-là, je l'ai mis, mais il est à part. Putain, puis déjà. En fait, je l'ai mis avant les 5 premiers qui sont quand même le top du top. Voilà. Qui ouvre donc d'ailleurs le top du top, c'est que c'est un livre qui est véritablement à part. C'est un ovni. C'est un olni. Un objet libre non identifié. C'est un identifiable, on est bien d'accord. Mais il est à part. C'est-à-dire que vraiment, vous sortez pas de là indemne. Voilà. Ça s'appelait Hamnet, donc de Maggie O'Farrell. On est à la fin du 17e en Angleterre, dans la ruralité. Hein. Ah, oui. Ben, c'était pas très drôle, hein. Ça c'était crados, hein. Voilà, c'était pas très... Et on est avec une femme qui est maman, qui est aussi ce qu'on appelle une guérisseuse, voilà, qui est mariée, mais son mari est à Londres, il fait un autre métier, etc. Il essaye de percer dans le métier qu'il fait. Mais ça a été un coup de foudre absolu, un amour incroyable au début. Donc elle endure beaucoup de choses, bah, justement parce que elle l'aime. Et on ouvre le bal est ouvert avec un petit garçon, donc Hamnet, qui se réveille, sa sœur jumelle est malade. Et donc il s'inquiète, donc il va chercher quelqu'un dans la maison, il trouve pas, il sort. Il court sur le marché parce qu'il sait que sa famille très souvent fait les marchés. Il trouve personne, il rentre. Et là débute le roman où on va parler de ce petit garçon, de la décision, en fait, c'est même pas une décision, c'est un pacte qui va se terminer assez mal. Et surtout de cette femme, Agnès, qui est à la fois une mère, à la fois déchirée en tant que mère à un moment donné, et puis une femme amoureuse, mais qui vit avec un espèce de fantôme. Euh, le père est absent, il arrive vraiment très tard, en retard, très tard toujours, parce que bah, il est à Londres pour gagner sa vie, il envoie des sous, mais c'est pas forcément tout le temps suffisant, donc en tous les cas il se démerde. Le père n'est autre que William Shakespeare. Alors, Maggie O'Farrell explique à la fin du livre très bien dans un épilogue que elle a pris énormément de liberté avec l'histoire de ce petit garçon parce qu'il n'y a aucune trace de la vie de cet enfant, sachant que en anglais de cette époque-là, Hamnet pouvait très bien se lire Hamlet. Oui, voilà. Donc, si vous avez lu Hamlet, qui est quand même la seule tragédie de Shakespeare, vous lisez ce livre. Moi, j'adore Hamlet. Et si vous lisez ce livre, vous ne pouvez que avoir comme une balle de ping-pong. Voilà, vous comprenez à un moment donné, même si vous comprenez Hamlet et que vous avez compris le but, hein, et même les arcanes et tout ce qui va avec, vous dites ah putain, voilà. C'est poétique, c'est bien écrit, c'est romanesque. Il y a un très beau portrait de femme
Annès a un très beau portrait. Tous les personnages sont attachants, quelquefois moins ou plus, mais il y a un lien qui se tisse. Elle arrive à tisser un lien avec le lecteur, à le ramener toujours sur la berge, et avec cette figure paternelle qui est là, omniprésence, mais qui n'est pas. C'est très très bien foutu, c'est bien écrit. Inconsciemment, on sent les choses arriver, mais on se dit, oh, pas. Non, 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 et puis si. Et oh putain. Voilà, donc on sort pas indemne de ce livre-là, parce que c'est assez intemporel. Je sais pas comment expliquer ça, c'est que euh, elle aborde l'amour, amour physique, l'amour amoureux, l'amour filial, l'amour maternel, l'amour de la vie, de la plante, des machins, etc. Elle aborde la mort, le deuil, comment on peut survivre à ça ou pas. Et puis, bah, c'est des thèmes intemporels qui sont liés, mais qui sont mis dans le contexte que nous, si on connaît la pièce, on a un truc. Voilà. Mais Hamnet, donc de Marie O'Farrell, je vous dis, c'est un ovni. Parce que c'est un livre que vous lisez, mais vous ne pouvez pas sortir indemne de ce truc. Il vous reste dans la tête assez longtemps, mais vous n'arrivez pas à le classer. Enfin, en tous les cas, moi, j'arrivais pas à le classer et je ne pouvais pas le remonter dans les 5 premiers, mais c'était impossible que je le descende. Ce qui est assez étonnant. Voilà. Donc ça, c'est le 6. Et on attaque donc au top 5. Alors attention, le top 5. Comment vous expliquer? Top 5, je sais pas comment j'ai fait pour les classer, parce que je pense que je peux les prendre à l'envers et refaire ce que je veux. Donc j'y suis allée au sentiment pour le top 5. C'est-à-dire que j'ai pris du 5 au 1, j'ai pris celui qui m'avait procuré le plus de sentiments, d'émotions. Voilà. Oui, ah bah oui, on en est là quand on n'arrive pas à placer les autres. Hein. Dis-moi. Donc, numéro 5. Mmh. Oh, putain, j'aurais pu le mettre plus haut. Bon, bref, c'est pas grave. Laurent Godet, Chien 51. Alors, je peux vous assurer que le personnage de Zem Sparak, la création, l'exil de la Grèce qui est dilapidé, qui est morcelé par petits morceaux pour une multinationale financière, etc. Son arrivée dans cette espèce de méga cité avec plusieurs zones où les plus riches ont un dôme qui les protège d'une pluie acide, les autres c'est dégueu, on s'en balève. Et au milieu, voilà la troisième zone. Et la deuxième zone est une zone intermédiaire pour ceux qui aimeraient bien être dans la première zone mais qui ne veulent plus revenir à la troisième. Et il va se passer un meurtre. Et Sparak est arrivé là, bon le pauvre garçon, un peu comme il peut, mais il est en zone 3. Et il est un chien. Et en fait, c'est un genre de maître chien, machin, c'est le toutou à l'inspecteur de la zone 2. Il va être rentré en contact, associé avec un inspecteur qui est une inspectrice sur ces meurtres qui se passent un peu, qui ont des ramifications dans les arcanes du pouvoir. Donc lui, évidemment, il ne peut pas décider d'aller nulle part. Et déjà, la zone 2, aller emmerder la zone 1, c'est pas une bonne idée. Et tout cet univers qu'il a créé, avec toutes les strates, les castes dans les différentes zones et les interactions, le fait qu'on on se sert de la zone 3 comme de la marchandise, y compris humaine, des choses qu'on prend, c'est des objets, on les prend, on les consomme, on les jette. Ah, c'est des humains? Ah bah tant pis. Oups, boulette. Voilà, donc et puis il y a aussi la lutte de pouvoir dans les zones 1, le fait que vous pouvez être riche, mais vous pouvez être concurrencé, vous pouvez avoir des ennemis qui peuvent vous vouloir beaucoup de mal. Il a créé un univers de cette espèce de mégapole privatisée par morceaux, avec des castes, avec de la technologie, mais qui n'est pas forcément un truc qui pourrait être on va dire, non réaliste, parce que ça peut être réaliste, ça peut arriver, enfin en tous les cas, si on veut. Et surtout, moi je trouve que c'est un livre sur l'espoir aussi. Alors moi, c'est Bibi qui, voilà. Parce que à chaque moment, il y a quand même des moments où on se raccroche à l'espoir. Il y a les substances artificielles, mais il y a aussi un espoir autre. Les souvenirs sont un espoir. Sparak utilise un
un moyen, je ne veux pas spolier, donc un moyen pour se rappeler de sa Grèce natale, de quand il était bien à l'époque, que la Grèce était encore un pays agréable, etc. Et il y a ce côté espoir où il y a toujours peut-être un embellissement qui va arriver ou peut-être quelque chose qui va nous donner de la possibilité d'avoir ça. Voilà. Et alors la plume est magnifique. Alors il y a une histoire d'amourette qui est pas mal, qui n'est pas ce que j'ai retenu de plus. Alors je sais que j'en ai discuté avec quelqu'un qui l'a eu, qui m'a dit moi ça m'a gonflé. Moi ça m'a pas gonflé parce que je suis partie du principe que c'était improbable, entre guillemets. Et donc j'ai pas cherché à me dire ça va être très romanesque derrière, non. Voilà. Et honnêtement, ce truc aussi de dénonciation des multinationales qui se servent sur le dos des êtres humains, nous, pour s'enrichir sur 15 milliards de générations en nous faisant bouffer de la merde, en nous donnant des trucs pas bons, en nous faisant acheter des trucs de super consommation. Voilà, il y a ce côté... et puis à morceler un pays parce que le pays, ils l'ont tellement rendu dépendant pour des choses futiles que finalement ils peuvent le morceler comme ils veulent, l'offrir, l'acheter pour de la merde, enfin des 3 bouchées de pain et arriver à éradiquer une civilisation, un pays, une histoire, etc. Franchement, c'est un 51, Laurent Godet, ça c'est du... c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Alors, autre lourd, alors je dois avouer que c'est une relecture, hein, voilà. Quand vous savez, si vous avez vu mon bilan livresque, j'en parle, je le dis, hein, c'est une très belle plume. C'est un roman qui a été écrit en 1913 et qui est sorti par petits morceaux entre 14 et 15. Et il faisait état dans ce roman d'une guerre mondiale qui se passait dans les années 56, 1956, où, sans savoir qu'il y aurait une seconde guerre mondiale, et sans savoir les affres de la première, ce qu'elle allait causer, il a réussi à rassembler les deux guerres dans une seule, dans un roman, où en fait il a évoqué tout ce qui était destruction, tout ce qui était destruction de la nature, tout ce qui était description de l'écosystème, tout ce qui était description de l'être humain, de la modernité, de la société elle-même. La destruction libératrice, donc de H.G. Wells, et cette fois-ci, quand même, il s'offre le bonheur d'avoir quand même une préface par Tristan Garcia. Rien que ça. Alors, c'est un livre que j'avais lu quand j'avais une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. J'avais vraiment beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Wells, Huxley, Orwell. On est d'accord sur le principe. Et je trouve que son anticipation... ses trouvailles de mots, il parle à un moment donné de nouvel ordre mondial. Et là, vous vous dites, le mec, il a écrit ça en 13. Donc c'est même pas de l'anticipation, c'est plus qu'être visionnaire, c'est carrément du truc assez incroyable. Et à aucun moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait être trop ou pas assez. Alors, son écriture, et puis il fait état de tout ce qui est de la surconsommation, des choses qui sont mal gérées, des choses qu'on va inventer pour pousser les gens à acheter des choses qui ne leur sont pas nécessaires, à détruire des parties de planète uniquement pour dire on est Dieu sur Terre, on est les hommes, on fait ce qu'on veut, de toute façon vous on vous emmerde, alors que en gros vous êtes bien au courant que c'est la nature la plus forte, hein. Si elle veut nous éradiquer demain, elle le fait assez facilement, elle l'a déjà fait par le passé, donc elle pourrait très bien le refaire si on la gonfle un peu trop, et la plume de Wells quoi, voilà, donc quand je l'avais lu je m'étais dit waouh, et là en le relisant j'ai fait waouh. Ah bah oui, hein, moi je fais waouh quand je lis les Wells. Non mais je vous dis, j'avais pourtant donc entre 15 et 20 ans, et là, j'en ai 52, donc vous pourriez dire qu'avec mon recul et avec ce que je sais, ce que j'ai lu de Wells et des autres, vous dites ouais, ça va. Bah non, il m'a encore happé, il m'a encore
j'ai vu les dénonciations qu'il faisait, parce qu'en fait, comme depuis 30 ans, on va dire, la situation s'est dégradée, hein, on est bien d'accord, sur tous les aspects. Qu'on n'en est plus à une guerre près, proche ou pas proche, qu'on n'est plus à une mer de près sur la planète, qu'on n'est plus à une ressource qui va devenir à nous manquer près, au bidouillage des savants fous, etc. Eh ben, c'est toujours d'actualité. C'est ce qu'on appelle des romans d'anticipation. Pas tout le monde peut être un romancier d'anticipation, hein. On est bien d'accord que ceux qui sont en train de s'écrire actuellement, il y en a certains, ils ont méchamment bombé sur les trois quand même, hein. Et ils n'ont pas atteint leur niveau encore, hein. Voilà. C'est Laurent Godet, ça m'inquiète, moi, ça. Mais bon, voilà. Donc, Wells, numéro 4. Ah bah oui, je pouvais pas le caser autre part. Numéro 3. Alors, numéro 3. Ah, il aurait pu être 1. Elle était 1 longtemps. Elle a été 3. Je sais même pas comment expliquer ce livre. C'est terrible. L'insigne rouge du courage, donc de Stephen Crane. Mes potes aux États-Unis m'ont gonflé avec l'histoire de Henry Fleming. Bon, il faut que tu les laisses. Je dis, calmez-vous, on se calme, tout va bien, respirer un petit coup. En fait, on est dans la guerre de sécession. En face, il y a les sudistes, il y a les donc nordistes, yankees, là. Ils sont en train de se préparer à la bataille du siècle. Enfin, en tous les cas, une grosse bataille dans l'histoire de la guerre de sécession. Et en fait, lui, c'est un jeune gars, il a 17 ans, il s'est engagé. Et tout le début du roman, en fait, on va dire 3/4 du roman, n'est autre que les préparations des manœuvres. C'est-à-dire qu'il marche beaucoup, il se déplace, il passe d'un côté à l'autre. De l'autre côté, il y a les autres, hein, mais personne ne se tire sur la gueule. Il se prépare. Il y a une préparation, voilà, c'est en formation un peu désordonnée. Et il y a quand même la hiérarchie. Donc il y a les grands qu'on voit jamais, qui répercutent sur les petits, mais les grands petits quand même. Des supérieurs qui savent pas vraiment si les ordres sont bons ou pas. Des gradés qui sont trop jeunes pour comprendre, et donc les vieux routards qui ont déjà fait quelques campagnes se disent ouais, enfin c'est du n'importe quoi, on va pas aller là-bas, enfin c'est n'importe quoi, mais qui est obligé aux ordres. Et au milieu, ce jeune garçon qui est jeté là-dedans, là, dans la Grande Guerre. Je rappelle leur grosse bataille, hein, enfin, guerre de sécession. Et arrive donc forcément la bataille, et l'insigne rouge au courage fait que ce gamin qui est là, qui voit tomber ses camarades comme des mouches, plus vite que les mouches d'ailleurs, prend les jambes à son cou. Le souci, c'est qu'il va être blessé par un ricochet, et que la petite blessure très légère va lui donner ce courage de se relever, d'aller prendre le drapeau qui était tombé et de repartir au front. Et c'est tout le cheminement de ce que peut être le courage alors que vous pensez que vous n'en avez pas, et qu'il y a une force à l'intérieur de vous qui surpasse tout et qui va vous faire vous redresser et vous dire bah j'y vais, mais sans avoir la peur ou l'angoisse ou quoi que ce soit. Et tout ce côté comment dire, blessure de guerre, mais qui est une blessure qui n'est pas forcément une blessure qui peut être une blessure intérieure, c'est impressionnant. L'écriture est impressionnante, c'est court mais c'est impressionnant, c'est bien écrit, c'est bien documenté, l'histoire se tient, il y a plusieurs catégories de personnages, il y a un éventail de personnages incroyables, je vous dis, il y a les strates dans l'armée, dans la bataille, la préparation de la bataille, on sent monter l'envie d'y aller, d'en découdre avec ceux en face, hein, on est bien d'accord, mais aussi cette peur de se dire ouais putain mais je peux crever quoi quand même, hein, faut pas déconner. Voilà, et ce jeune Henri qui est là au milieu, qui se dit putain mais c'est quoi ce truc, et qui sait qu'il n'est pas courageux, hein, pour 3 sous, mais que bah, le fait est que, alors c'est pas forcément, on vous dit toujours, ouais, dans l'adversité, face au danger, non, il y a face au danger, il y a des gens qui sont des statues, qui se pétrifient et qui savent pas. Voilà, et il y a des gens qui ont le sursaut, on va dire, ou l'inconscience aussi, de reprendre, et lui, bah, il va prendre ce drapeau, et son courage, alors qu'il s'est fait blesser par hasard derrière, là, encore en s'enfuyant,
va doper les autres. Voilà. Et c'est vraiment un très très beau. Alors moi, mes potes m'ont dit que c'était un des futurs très grands classiques de la littérature américaine. Je n'en doute pas. Voilà. Et je pense que dans quelques années, il fera partie des livres qui seront étudiés à l'école, parce que c'est... ou au lycée en tous les cas, parce que c'est dans le cadre de la guerre de sécession, parce qu'ils ont des grosses... Enfin, c'est livres d'histoire aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses, mais alors la guerre de sécession, voilà, c'est comme si nous, on compilait les 2 ou 3 ans qu'on passe sur la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, voilà. Donc franchement, c'est un truc incroyable. Voilà. C'est je sais pas comment vous expliquer ça. C'est hyper bien foutu. Alors mes potes m'ont envoyé un petit morceau en anglais, c'est très bien traduit. Donc c'est du grand art. Hein. Voilà. Stephen Crane, Lansing Root, du courage. Et donc les 2 derniers. Ah bah je vous dis. Alors les 2 derniers, j'ai eu beaucoup de mal à les classer. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Donc j'ai tiré au sort. Ah bah si, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que j'arrivais pas à les différencier. Je pouvais pas faire un 2 ex aequo, sinon il fallait que je rentre un 16. Et alors là, j'étais dans la merde, parce que si j'en prenais un autre, je savais pas lequel je allais prendre. Donc voilà. Donc le numéro 2, comme je vous ai dit, par l'émotion. Ah bah on fait ce qu'on peut déjà. C'est Hades Argentine, donc de Daniel Laudel. Alors c'est un livre où on est en fait à 2 temporalités. Entre 76 en Argentine, quand il y a eu le coup d'État, et donc la junte militaire. Et 10 ans plus tard, aux États-Unis. Nous, on rencontre d'abord Thomas, qui est aux États-Unis, qui vit normalement, etc. Il est appelé par la famille d'une ex-petite copine, Isabelle. Sa mère est mourante, et donc elle l'implore de venir parce qu'elle a des choses à lui dire. Et donc lui, il va repartir en Argentine, et on va rencontrer Thomas. Donc le jeune garçon, le jeune argentin qui vivait une vie assez insouciante, qui était fou amoureux de cette jeune fille, Isabelle, un peu une rebelle, et qui ont vu arriver les militaires au pouvoir, et va se dresser entre la résistance et la collaboration. Tout ce qui peut vous amener à basculer d'un côté ou de l'autre, sachant qu'on peut très bien vous inciter à le faire en vous menaçant et en menaçant les gens que vous aimez. Et donc on va, tout au fil de l'histoire, savoir ce que Thomas a fait, pourquoi il a fui et qu'est-ce qu'il a fait, et toutes les vies qu'il a pu impacter ou qui ont pu être impactées par certaines choses, notamment la vie d'Isabelle, qu'on comprend assez rapidement qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, puisque je rappelle qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont disparu pendant ces années de plomb. Et c'est un roman qui... Il y a une culpabilité dans ce roman qui vous attrape à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous voulez vous détacher de ce côté culpabilisé et de ce côté lourd, parce que c'est lourd, hein, voilà, c'est une chape, c'est-à-dire vous êtes dans une marmite, ils ont mis le couvert dessus, vous essayez enfin c'est étouffant, mais vous avez ce côté où vous voulez toujours savoir ce qui se passe, donc ça, vous avancez dans le récit, et hein, voilà, donc si vous connaissez un peu la mythologie, Hadès, Orphée, etc., vous comprenez que c'est une odyssée. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est l'odyssée véritablement d'aller replonger en enfer pour essayer de se retourner sur quelque chose qui fait que vous avez essayé de l'enterrer, mais c'est toujours là. Votre passé est toujours là, je rappelle, hein, donc voilà, ça sert à rien de s'énerver. Et puis... Alors moi j'ai su que l'auteur avait subi ça, de cette junte et de la disparition de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, ça, je crois que c'est sa sœur. Voilà, donc c'est une ode sensible aussi à ces années d'horreur et de plomb et de dictature et de répression et de chantage sur les gens et de faire en sorte que les gens puissent se dénoncer les uns les autres, ou en tous les cas tourner d'un côté à l'autre pour essayer de protéger ceux qu'ils aiment, au détriment de ceux d'à côté, on s'en fout, mais voilà,
C'est comment on peut à un moment donné trahir sa vie, son pays, sa famille ou quelqu'un qu'on aime pour aller sauver quelqu'un d'autre. Ou se sauver soi-même. Voilà. Après, comme je dis souvent, c'est uniquement quand on est au pied du mur qu'on peut prendre une décision. C'est n'importe qui peut dire moi je ne trahirai jamais, moi je ne balancerai jamais personne, moi je ne dirai pas, moi je ne parlerai pas sur la... C'est faux. Personne ne sait ce que vous allez pouvoir faire quand vous êtes au pied. Tant que vous n'êtes pas au pied du mur, avec quelqu'un qui vous torture ou qui vous menace, quelqu'un que vous aimez plus que tout au monde, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir. Voilà. Ah oui, c'est les grands mots en disant ah moi je serai. Oui oui bah toi tu seras. Si on te torture et que tu as très très mal et qu'on te dit bah si j'arrête la torture, tu suis là mais toi tu suis plus bah, votre grandeur d'âme je sais pas si vous allez la tenir longtemps. Voilà. Et ça c'est un très très beau roman donc Hades Argentine. C'est comment affronter son passé quand on a essayé de le fuir. Pas bon. Et donc, dernier, et donc top 1 de l'année. J'aime beaucoup cet auteur, donc c'est Xavier Maribonneau. Je dois remercier Gwen, qui, après avoir vu mon retour sur Berlin Requiem, m'avait dit oh, j'ai lu celui-là, il est très beau, tu devrais le lire. J'avais dit oui, je vais y aller. Bah voilà, Gwen, ça gosse doudou. Voilà, donc ça s'appelle le Tombeau d'Apollinaire. Donc là, on est avec deux, on va dire, oui, on est avec deux principaux personnages qui sont Philippe Moreau, qui est un jeune homme basique, hein, voilà, il est pas, c'est un paysan, enfin de basse extraction, et il va arriver dans les tranchées et il va croiser un sous-lieutenant que tout le monde appelle Cointreau Whisky parce que personne n'arrive à dire le nom de cet homme qui est un sous-lieutenant mais qui, contrairement aux autres sous-lieutenants ou lieutenants, se mêle un peu à la populace. Il écrit beaucoup. Et il repère que ce fameux Philippe dessine. Donc, en tant qu'artiste, entre artistes, ils vont se parler. Et il va découvrir que ce Cointreau-Whisky s'appelle Guillaume de Kostrowitzki, qui n'est autre que Guillaume Apollinaire, dans la vie de tous les jours. Et ils vont être blessés lors de la même bataille, à peu près au même moment. Et donc Philippe va, puisqu'ils en avaient parlé dans les tranchées, il va aller à Paris, il va monter à Paris, comme on dit, pour aller retrouver son fameux sous-lieutenant. Et il va se retrouver propulsé dans les années de création absolument. Parce qu'en fait, dans les tranchées, il lui parlait de ses potes, qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, hein, les Picasso et Click. Et il va plonger dans le Saint-Germain-des-Prés de l'époque, enfin d'après-guerre, où ça fourmillait d'artistes, ça fourmillait de danseurs, de chanteurs, de peintres, de dessinateurs, d'écrivains, qui étaient pas forcément connus et qui étaient peut-être des fois très souvent sans le sou, mais qui étaient là pour créer, pour donner, qui allaient créer une impulsion nouvelle après-guerre. Et il va découvrir ça, et autre chose, il va découvrir l'amour. Nous, quand on le découvre et quand on ouvre le roman, Philippe a 100 ans, il vient de perdre sa femme, la femme de sa vie, de toute une vie, on va dire. Il en a un peu marre d'être sur Terre, mais il demande quand même du rabot. Parce que c'est pas mal quand même d'être vivant. Donc il est à la fois, il en a marre, parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait, mais en gros, s'il pouvait rester encore prendre du rab sur Terre, ça le truc. Et c'est d'une poésie, d'une beauté, d'un côté émotionnel toujours à fleur de peau. Dans les moindres détails, il y a quelque chose. Même au milieu des tranchées, il y a les rivalités des artistes, il y a la découverte d'un espèce de Candide qui arrive, qui découvre Saint-Germain-des-Prés, qui découvre Paris, qui découvre les arts, qui découvre le milieu de la nuit, du jour et autres, les cafés. Les discussions à en finir entre artistes qui se disputent parce qu'ils ont une vision, mais ils ont une manière différente de vouloir la même vision artistique, on va dire. Il court, hein, la bête, hein. Mais alors, c'est un petit bonheur, quoi. Vous croisez Blaise Sandra, vous croisez Picasso, Cocteau, Modigliani, Braque, enfin... voilà, et alors c'est des trucs et puis ce type qui écrit dans les tranchées, enfin c'est Guillaume Apollinaire, on est bien d'accord. Voilà, vous vous dites mais il y en a eu plein, et moi alors j'ai été peut-être plus sensible que d'autres sur ce texte là, parce que ce côté auteur dans les tranchées qui écrit et qui donne cette impulsion à
à leurs soldats, à ses soldats qui dirigent son escouade à lui. Bah, moi, ça m'a rappelé Louis Gendreau, donc du coup, je me suis dit, ah, il y a quand même ce truc-là, et on sait que c'était vrai, qu'il y en avait qui déclamaient de la poésie, qui déclamaient des vers, qui déclamaient du théâtre, qui essayaient d'animer les troupes à l'arrière, parce que c'était beaucoup d'attentes dans les tranchées avant de se prendre la gueule, et de se faire tuer comme une merde. Mais voilà, c'était... Voilà. Mais il y a aussi la guerre, il y a les tranchées, il y a la mort, il y a la pisse, il y a le sang, il y a la peur, il y a les blessures, il y a les... Voilà, c'est un roman où il y a tout à l'intérieur, et avec une poésie et une écriture de Xavier Maribonneau, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc ça s'appelle Le Tombeau d'Apollinaire. Oui, c'est le premier prix du roman historique des Rendez-vous de Blois. C'est pas le genre de truc... voilà. C'est pas le dernier truc enfin, c'est pas les trucs que je regarde. Voilà. Et donc là, il porte un regard assez attendri sur les dernières années de Guillaume Apollinaire. Donc voilà. Donc c'était le top 15 de Lisa. Donc je les remontre ou... si, bon, allez. Le Tombeau d'Apollinaire, Hadès Argentine, ça c'est dans l'ordre maintenant. L'insigne rouge du courage, La destruction libératrice, j'espère que je les ai foutus dans l'ordre. Oui, Chien 51, donc de Laurent Godet. Hamnet, Le soldat désaccordé qui aurait pu se propulser plus haut. Les vainqueurs. Et je sens que ça va tomber. Surtout que Axe vient de se mettre juste derrière. Donc voilà. Nos vies en flammes. Purgatoire. Germania. Nord-Est. Arène. Revenir à Berlin. Et le dieu des petits riens. Voilà. Je vais partir avec au moins une pile, sans montrer ce que c'est. C'est le top 15 de Lisa. Ça part bien, ça? Voilà. Alors j'espère que votre top 15 à vous est fait. Dites-moi dans les commentaires si quel est votre top 15 ou alors, disons votre top 5 au moins. Si parmi tous ceux que j'ai présentés, il y en a certains que vous avez lus, ou tous lus, si vous les avez aimés, si vous auriez fait le même classement que moi, si vous dites que je suis une grosse daube de ne pas avoir mis le 15 à la place du 2, ou si par inversement vous vous dites oh putain je l'ai lu, c'est voilà, vous avez le droit dans les commentaires de dire ce que vous voulez gentiment, avec bienveillance, sur les livres, etc. De me dire ah bah tiens tu as lu celui-là d'auteur, ben moi est-ce que tu as lu celui-là, machin, de recommander. N'hésitez pas à y aller. Je vous remercie d'avoir passé toute l'année 2022 avec moi. Vous n'avez pas de chance mes pauvres. Hein. Voilà, donc l'année 2023 arrive, donc bah si vous êtes bien sur cette chaîne, vous restez. Je vous remercie encore de vos commentaires à chaque fois sur les points de lecture, sur les piles à lire et sur les autres vidéos. Portez-vous bien. Prochaine vidéo, donc demain, le top 7 des BD ou romans graphiques que j'ai aimé cette année. Et je vous rappelle, les films et les séries arrivent le 8 janvier, donc n'hésitez pas. Oui, j'aurai la même tronche, mais je vous dis, je fais les 4 à la suite. Enfin, les 5 avec le bilan livresque qui est passé donc jeudi, le 29. Justement parce que je voulais les sortir, mais j'ai pas eu le temps. Et c'est le seul jour, soir et jour, où je peux le faire. Les 5 à la suite, parce que là après ça va être un peu le bordel. Généralement les premières semaines de janvier c'est toujours un peu la course partout. Voilà, d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous donc demain pour les BD, et puis je vous souhaite une bonne fin d'année puisque nous sommes le 31 décembre, donc faites attention à vous. Si vous sortez et que vous avez un peu bu, restez à la Casbah, restez sur un canapé, restez dans la voiture, carrément on s'en fout. Il fait pas froid, trop froid en ce moment, vous mettez une couverture et vous dormez, et vous attendez le lendemain pour reprendre la route, s'il vous plaît, quand vous retrouve dans les points lecture ou dans les lives la prochaine fois. Voilà, allez, ciao, et à la prochaine vidéo. Ah bah il n'y a pas le Hux, hein. Le Hux là il dort, hein. Je sais. Ah bah il est gnangnan quand même. Hein. Ça promet pour l'année prochaine.